Accrochez-vous, cette séquence a enflammé toute l'Afrique de l'Ouest. Le 31 mai 2025, le général Abdourahmane Tiani, président du Niger, accorde un entretien explosif à la télévision nationale. En ligne de mire, le Bénin. Il accuse Cotonou d'héberger des troupes françaises de déstabilisation, dénonce un prétendu contrat de non-agression avec les groupes armés et lâche une phrase devenue légendaire. Les Français n'ont pas de profondeur stratégique. La ligne Maginot le prouve. 14 mois plus tard, la frontière est toujours fermée. Talon est parti, Ouadani est arrivé, mais Niamey campe sur ses conditions. Ces 15 minutes expliquent toute la crise actuelle. De non-agression entre eux et les supplétifs, les troupes auxiliaires néocolonialistes, qui couraient jusqu'au 31 décembre de l'année 2024. Quand ce contrat qui avait cours était venu à date, oui. ayant expiré le 31 décembre, vous avez suivi, les attaques ont repris le 8 janvier 2025 de cette année. Tout à fait. Au Bénin, avec d'abord 36 militaires béninois sacrifiés. Par la suite, d'autres attaques ont suivi. Attaques suite auxquelles le Bénin, ou particulièrement Patrice Talon, nous a accusés d'être laxistes vis-à-vis de ces terroristes. Que c'est des terroristes que nous laissons passer, comme moi, à travers un passoire, pour aller les attaquer. Que c'est les États de la Confédération qui sont incapables. Ça, ce sont ses propres termes. Des attaques se sont multipliées, avec la plus dramatique, où, au grand jour, le jeu des Français était apparu. C'est du matériel d'un bataillon qui ont été mis sur la position d'un petit peloton. Un peloton à peine une cinquantaine d'hommes. C'est du matériel de plus de 400 hommes qui ont été retrouvés sur ces positions-là. Ne serait-ce que ce que eux, les terroristes, ont montré comme ce qu'ils appellent butin après l'attaque dans le nord Bénin. Puisque après cette attaque, le Bénin s'est totalement retiré et des États de l'AES qui laissent le boulevard, c'est devenu le Bénin qui laisse le territoire entre les mains de ces terroristes. Mais c'était un jeu de compensation, car comme je l'ai dit, quand les Béninois s'étaient retirés avec le motif, entre parenthèses, de s'offrir une profondeur stratégique, c'est-à-dire une profondeur qui permettra de voir l'ennemi venir, de le traiter jusqu'à son dernier retranchement, alors que ce retranchement-là, c'est un retranchement que nous-mêmes nous lui avons accordé à travers les conseils éclairés, bien sûr, de celui qu'on connaît. Donc, c'est ce qui se passe. Et c'est ça le motif du redéploiement de 350 combattants de ISWAP dans le nord Bénin, qui sont présentement dans le nord Bénin et qui occupent toutes les positions abandonnées par le nord Bénin avec le fallacieux prétexte de s'offrir une profondeur stratégique. Mais il ne faut pas abuser et utiliser les termes comme des perroquets. Pour qu'un pays puisse s'offrir une profondeur stratégique, il faut que ce pays-là soit capable de s'assurer physiquement cette profondeur stratégique. Les Français qui sont les maîtres de ces Béninois-là, ou en tout cas de Talon, que les Béninois m'en excusent, les Français n'ont pas de profondeur stratégique. Remontons à la Deuxième Guerre mondiale, juste la Deuxième Guerre mondiale. En combien de jours les troupes allemandes ont marché sur Paris, à travers les Ardennes, la fameuse ligne Maginot? Les Français n'ont pas de profondeur stratégique. La profondeur stratégique ne peut pas être conseillée dans le cas précis du Bénin. Au Bénin, il faut que les gens se réveillent. Il faut qu'ils écoutent ce que nous disons. Il faut qu'ils agissent
En conséquence, nous n'avons rien contre le Bénin, nous n'aurons rien contre le Bénin parce que nous savons que nous formons un seul peuple. Ouais. Si Patrice Talon pense que en sacrifiant des Béninois, il peut s'offrir un 3e mandat, c'est son choix. Mais nous, c'est notre choix également de faire la résistance et de révéler les enjeux géostratégiques à nos populations pour qu'elles comprennent ce qui se passe et éviter de se faire manipuler. D'accord. C'est ça la situation qui se passe au Bénin. Ok. Et c'est ça qui est regrettable par rapport à ce qui se passe au Bénin, puisque au Bénin, comme au Niger, comme au Burkina, comme au Mali, c'est les forces de défense et de sécurité qui ne sont pas tombées du ciel, qui sont des fils de la nation, qui meurent. C'est des populations innocentes qui sont tuées chaque jour. Et c'est pourquoi nous appelons ces pays africains qui sont encore aveugles de se réveiller. Il est temps de se réveiller. Il est temps de mettre fin à cette collaboration servile. Comme les appelait son Excellence Ibrahim Traoré, les esclaves du salon. Ils doivent libérer le salon. Leur séjour prolongé dans le salon ne peut que nuire à leur pays. Il faut qu'on arrête ça. Nous avons la capacité de l'arrêter, qu'elle soit intellectuelle, humaine ou matérielle. Nous avons toutes les ressources. Que si nous les exploitons de façon efficiente, à travers une bonne gouvernance, nous pouvons nous en passer. Mais c'est ça également le défi, parce qu'en face, il n'est pas de leur souhait de nous voir nous libérer de leur emprise. C'est à nous de comprendre et de faire les choix, si difficiles soient-ils, mais c'est des choix de souveraineté. Il n'y a pas de difficulté à faire le choix de souveraineté. Donc que tous ces pays-là comprennent que ce que nous faisons au sein de la Confédération n'est pas un combat uniquement pour les pays de la Confédération, c'est un combat de tous ceux qui sont méprisés, dominés et maintenus colonisés. C'est leur combat que nous faisons aujourd'hui. C'est le combat contre la misère imposée. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à ces deux pays et par extenso à d'autres pays, notamment qui se connaissent et qui savent de qui je parle. D'accord. Monsieur le Président, sachant que ceux qui cherchent à nous déstabiliser, vous l'avez dit il y a un instant, opèrent aussi bien du Bénin que du Nigeria, comment alors expliquer la différence de traitement entre ces deux pays? Parce que c'est une question que beaucoup de nos concitoyens se posent. Du côté du Nigeria, la frontière elle est ouverte, du côté du Bénin, non pas. Donc comment expliquer vraiment le traitement entre ces deux pays? Voilà. En fait, pour répondre à votre question, c'est que malheureusement, nous avons une certaine classe de Nigériens qui pensent qu'ils connaissent tout, qu'ils ont la solution à tout. Alors qu'ils n'ont la solution à rien, parce que pour chaque décision, il faut des éléments de décision. Même cette intelligence de savoir que pour chaque décision que l'État prend, c'est en confrontant des éléments de décision que l'État prend ses décisions. Ils n'ont pas cette intelligence de se dire que si aujourd'hui l'État nigérien décide de quelque chose, c'est qu'il a tous les éléments d'appréciation, contrairement à moi qui n'utilise que le paraître, le semblant, le superficiel. Un État ne travaille pas avec le superficiel, un État ne travaille pas avec le paraître, un État il travaille avec des facteurs de décision, des éléments précis, qui sont des éléments de renseignement qui ont été analysés, confrontés et qui ont permis de prendre la décision. Mais pour répondre à votre question, tous ceux qui disent que de l'autre côté du Nigeria, la frontière est ouverte, mais n'ont qu'à s'approcher du service de la douane route d'Osso. Ils comprendront qu'il n'en est rien. C'est tout ce que j'ai à leur dire. Ils n'ont qu'à s'approcher. Il n'y a aucun traitement de différence. Quel intérêt? Si nous maintenons notre frontière fermée,
Mais il ne faut pas qu'on ait la mémoire courte. Récemment, en 2025, vous vous rappelez de l'ambassadeur du Bénin au Niger? Oui. Où est-ce qu'il est? Je vous pose la question. Où est-ce qu'il est? Qui était arrivé... Oui, l'ambassadeur du Bénin qui était arrivé au Niger, où est-ce qu'il est? Il est rappelé. Et quelle était sa faute? Sa faute, oui. Il a fait un déplacement à Gaïa où il a appelé les Nigériens et les Béninois à se pardonner. Oui. Le même jour, je crois, on l'a fait traverser à la natation Ah oui. pour le rappeler. Depuis lors, nous, on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Il n'a pas pu traverser. En tout cas, il n'est plus revenu. Ouais. C'est pour vous dire, il faut que les gens évitent d'accuser sans élément d'appréciation. Nous avons gardé la frontière avec le Bénin fermée et la frontière avec le Bénin restera fermée tant que le Bénin ne comprendra pas que le combat que nous faisons, ce n'est pas contre le Bénin que nous le faisons, c'est contre les troupes françaises de déstabilisation qui sont sur le territoire béninois et qui peuvent nous nuire. Certains esprits éclairés disent non, il faut concentrer des hommes, des FDS sur le pont pour contrôler. Mais il faut que les gens parlent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils maîtrisent. Ça me fait plus de 40 ans de carrière militaire. Vous croyez que même si je suis le dernier, je ne dirais pas le mot, de la classe, je ne suis pas en mesure, à travers le savoir juste empirique, de décider à partir d'analyses pertinentes, à plus forte raison que je ne suis pas seul. Il y a des collaborateurs, bien sûr. Et dans tous les domaines d'expertise, que des individus qui, à longueur de journée, sont dans leur fada, pensent que nous sommes les méchants. Non. Il n'y a pas de traitement différencié entre la frontière du Bénin et la frontière du Nigeria. Je l'ai dit par rapport au Nigeria, les points de méfiance que nous avons vis-à-vis du Nigeria ou des autorités du Nigeria par rapport à des actes précis qui ont été posés, que je viens de vous citer, les mêmes reproches que nous faisons au Bénin. C'est tout. Il n'y a pas de traitement différencié. Mais je dis, tant que le Bénin continuera, ou Patrice Talon et ses collaborateurs continueront à jouer le jeu de l'Autriche, nous ne sommes pas prêts à jouer le jeu de l'Autriche. Parce que nous sommes dans le réel. Nous ne sommes pas dans le virtuel. C'est nos hommes qui tombent. C'est nos civils qui tombent. Et c'est nous qui passons des nuits d'insomnie par rapport à ce qui se passe, par rapport au sacrifice de nos hommes, qu'ils soient militaires ou civils. Et c'est ça qu'on voulait éviter au Bénin, et c'est ça qui est malheureusement arrivé au Bénin, où c'est près de 70 militaires qui ont été massacrés. Tout simplement pour mettre en place du matériel au profit des auxiliaires de cette guerre-là. Voilà ce qui se passe. Et voilà la réalité. Et voilà l'objet qui fait que nous sommes considérés comme étant la bête noire, les empêcheurs de tourner en rond. Ça n'a rien à voir avec l'état d'empêcheur de tourner en rond. Nous ne voulons pas justement tourner en rond. C'est pourquoi nous agissons de cette façon. D'accord. Monsieur le Président, au regard de tout ce que vous avez développé depuis quelques minutes au cours de cet entretien, il s'agit ainsi véritablement d'un acharnement de la France et de ses complices contre le Niger et ses institutions. J'ai alors à ce niveau 3 petites questions. Premièrement, quelles sont les raisons de cet acharnement et de leur volonté irréductible de nous déstabiliser, alors que l'on peut penser, après tout ce qui s'est passé depuis le 26 juillet, qu'ils ont bien compris la leçon et que l'on peut aller de l'avant?
Deuxièmement, Monsieur le Président, avons-nous, en ce qui nous concerne le Niger et la Confédération AES, en général, une réponse et une stratégie commune pour y faire face? Et enfin, troisièmement, quel doit être dans cette stratégie le rôle de nos populations en termes de mobilisation, de sensibilisation et d'engagement patriotique, sachant par ailleurs que certains de nos compatriotes se plaignent souvent des difficultés dans leurs relations avec les autorités administratives qui ne prennent pas en compte avec la diligence requise les informations qu'ils leur donnent. Exemple fréquent, souvent, ils contactent l'administrateur délégué qui demande de contacter le gouverneur ou le préfet et vice-versa. Monsieur le Président. Vous me faites sourire. Oui. Quand j'entends les dernières conclusions, je vois un profane qui parle. Vous venez de voir le mode d'emploi de la crise actuelle. En mai 2025, le général Tiani l'annonçait déjà. La frontière resterait fermée tant que la France serait de la partie. Un an plus tard, rien n'a changé. Talon a quitté le pouvoir, Ouadani tend la main à Niamey, mais le Niger pose ses conditions. Accord de défense, transparence militaire, renseignements partagés. Le vrai blocage n'est plus entre deux pays, mais entre deux visions de la souveraineté africaine. Cette séquence n'est pas un vieux discours, c'est la clé pour comprendre l'actualité. Laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous. Le combat pour la souveraineté continue.